Troisième nuit de violence à Marseille en marge de l'Euro 2016 après les échauffourées de samedi. Les vagues de hooligans semblent inarrêtables. Armés de chaises, de bouteilles en verre et de toutes sortes de projectiles, des supporters britanniques, russes et français s'affrontent en plein Marseille. Au cœur de notre émission aujourd'hui, la terrible fusillade aux États-Unis, un massacre perpétré dans une discothèque à Orlando, en Floride. Beaucoup de questions se posent sur les raisons de cette attaque. Le tueur éprouvait-il de la haine contre les homosexuels ou était-il un fanatique islamiste ? L'actualité a rapproché plusieurs événements qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux, mais qui en réalité ont malgré tout quelques ressemblances. Évidemment, ça n'a pas grand rapport du point de vue des bilans et de l'ampleur des morts et des blessés. Je pense en particulier à l'affaire d'Orlando, qui est un massacre, une tragédie épouvantable, et qui est survenue juste après l'affaire des hooligans russes, dans notre actualité en tout cas, russes et anglais, sur le port de Marseille, et avant cette autre affaire que je n'avais pas quand notre journal a bouclé, qui est l'assassinat épouvantable de ces deux policiers chez eux, devant leur fils, dans la banlieue parisienne. Alors, quoi de commun à tout ça ? Évidemment, encore une fois, rien du point de vue de l'ampleur du bilan, mais en revanche, j'y vois quand même quelques similitudes, parce que c'est dans tous les cas une haine inexpugnable de l'autre, d'un autre, quel qu'il soit. Et je vais penser à cette phrase de l'écrivaine américaine Joyce Carol Oates, qui a beaucoup écrit sur la boxe et qui disait des boxeurs qu'ils ne pouvaient pas ne pas voir qu'ils frappaient sur quelqu'un qui leur ressemblait tellement que c'était sur eux-mêmes qu'ils frappaient. Et on a l'impression, en effet, quand on voit, par exemple, les hooligans qui se frappent dessus, parfois presque à mort, ils se ressemblent, même physiquement, et ils ne se connaissent pas. Ce sont des inconnus les uns pour les autres, mais on a l'impression que, finalement, ils se sont abêtis à un tel point que c'est la détestation d'eux-mêmes à laquelle ils s'en prennent. Et évidemment, on a ce phénomène tribal, c'est du tribalisme, c'est du nationalisme, puis du tribalisme. Plus on descend bas, le club, le quartier, le maillot, que sais-je encore. Donc, de toute façon, c'est une sorte d'affirmation identitaire qui se fonde sur la haine d'un autre, quel qu'il soit, y compris si cet autre est inconnu, au seul motif qu'il n'est pas soi, finalement, ou qu'il a quelques différences réelles ou imaginaires ou fantasmées. Et on trouve ça, évidemment, de façon encore beaucoup plus forte dans l'affaire d'Orlando, et la suite de l'enquête, d'ailleurs, a totalement accrédité cette idée, puisqu'on a appris assez rapidement que le tueur, qui se réclamait plus ou moins de Daesh, mais qui surtout a agi par homophobie, par haine des homosexuels, en fait fréquentait assidûment la boîte de nuit où il est revenu commettre son crime. Donc on voit très bien donc, que c'est la phrase de Joyce Carol Oates est encore tout à fait valide à ce propos, puisque c'est probablement lui-même aussi quelqu'un ou des gens qui lui ressemblent, qu'il a anéanti, qu'il a tué dans ce délire de folie. Et je me suis interrogé aussi sur la rapidité avec laquelle on avait catégorisé en somme ce crime pour en faire une affaire de terrorisme. Alors sans doute il y a un lien avec Daesh, mais Daesh, c'est le réceptacle de tous les délires. Et il reste à nous interroger sur la nature de ces délires. C'est pas simplement... évidemment, ces gens trouvent dans l'idéologie de Daesh, raciste, homophobe, etc., une justification à leurs yeux à leurs crimes. Mais il n'en reste pas moins vrai que leurs crimes, ils renvoient aussi probablement à des pulsions intimes, à leur profil personnel. Et c'est aussi ça qu'il faut interroger. Et là, on voit bien que ce crime, il est peut-être terroriste, peut-être qu'il renvoie
à Daesh, etc., mais il est essentiellement et surtout homophobe. Et encore une fois, c'est donc une sorte de question d'identité, de problème d'identité qui se pose dans le cas des hooligans, d'une certaine façon, comme dans le cas d'Orlando. Et j'en viens à dire qu'il faut vraiment manier avec beaucoup de précaution, disons, ces affirmations identitaires, quelles qu'elles soient. Bon, je parle du discours de Sarkozy, alors, qui parle de la France, des églises, des calvaires, de Clovis, etc. Et je me dis que ces affirmations identitaires trop fortes, trop prononcées, finalement, sont reçues forcément comme agressives par ceux qui ne peuvent pas se reconnaître dans ces identités. Donc il faut se méfier, ces discours sont dangereux aussi, et ils peuvent tomber dans de mauvaises oreilles, et je pense qu'on a là vraiment la fabrication, toujours ici ou là, d'un autre fantasmé ou imaginaire qui devient un ennemi sans aucune raison. Et on est malheureusement dans ce monde-là. Et pourquoi on est dans ce monde-là? Je pense en grande partie parce qu'effectivement, ces identités meurtrières, comme disait Malouf, elles ont remplacé une grille de lecture sociale. Quand on avait, il y a 10 ou 15 ans encore, une grille de lecture sociale, on ne se posait pas le problème, ou en tout cas pas avec la même intensité et les mêmes risques, les problèmes des identités ou des orientations sexuelles, des identités biologiques, que sais-je encore, ou nationales. Et malheureusement, l'effacement de la question sociale dans l'espace public, dans le discours, dans la culture collective, a produit ces haines identitaires qui peuvent prendre de toutes sortes de formes, que ce soit nationaliste, que ce soit ultra-religieuse ou faussement religieuse, d'ailleurs, parce que je pense que la religion n'est pas ce qui définit Daesh, par exemple. Alors, cette semaine, dans Politis, nous avons un dossier qui a été coordonné par Patrick Pirot, qui s'interroge sur la panne de la gauche latino-américaine. Ça va du Venezuela au Brésil, avec des situations évidemment très différentes, mais aussi la Bolivie, l'Argentine, l'Équateur. Et il y a quand même un trait commun là, qui est analysé, et il y a des reportages, il y a des entretiens sur le pourquoi, disons, de cet échec peut-être provisoire de ces gauches latino-américaines.